Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. 2 télégrammes envoyés à Chiang Kai-shek par le commandant en chef du 18e groupe d'armée. Août 1945. 1. Le télégramme du 13 août. Nous avons eu connaissance par la radio de Chongqing de 2 dépêches de l'agence centrale d'information. L'une transmettait l'ordre que vous nous adressiez, l'autre votre ordre aux officiers et aux soldats des différentes zones de guerre. Dans l'ordre qui nous concerne, il est dit que toutes les unités du 18e groupe d'armée doivent rester sur leur position jusqu'à nouvel ordre. De plus, il y est question de nous interdire de procéder au désarmement de l'ennemi. D'après la dépêche de l'agence centrale d'information en provenance de Chongqing et datée du 11 août, votre ordre aux officiers et aux soldats des différentes zones de guerre s'énonçait comme suit. Le commandement suprême a envoyé aujourd'hui à tous les officiers et soldats des différentes zones de guerre des télégrammes leur ordonnant d'intensifier l'effort de guerre et, conformément au plan militaire établi et aux ordres donnés, de se porter énergiquement en avant sans la moindre relâche. Nous estimons que ces 2 ordres se contredisent. Selon le premier, nos unités doivent rester sur leur position jusqu'à nouvel ordre. Donc, cessez toute attaque, cessez tout combat. Pourquoi nous demandez-vous de ne plus nous battre alors qu'en fait les agresseurs japonais n'ont pas encore capitulé et continuent à chaque heure et à chaque minute à tuer des Chinois, à combattre les troupes chinoises comme ils combattent les troupes soviétiques, américaines et britanniques, et que de leur côté, les troupes soviétiques, américaines et britanniques attaquent les agresseurs japonais à chaque heure et à chaque minute. Quant au second ordre, nous le considérons comme excellent. Intensifier l'effort de guerre et se porter énergiquement en avant sans la moindre relâche. Voilà un ordre. Mais il est regrettable que vous ne l'ayez donné qu'à vos propres troupes et pas à nous, et que vous nous en ayez donné un tout différent. Chu Te a adressé le 10 août un ordre à toutes les forces armées anti-japonaises des régions libérées de Chine, les engageant précisément à intensifier l'effort de guerre. Son ordre spécifiait en outre que, tout en intensifiant l'effort de guerre, elle devait ordonner aux agresseurs japonais de se rendre à elle et saisir les armes et autres matériels des troupes ennemies et fantoches. Ces instructions ne sont-elles pas excellentes? Incontestablement, elles le sont. Incontestablement, elles servent la nation chinoise. Mais l'instruction de rester sur leur position jusqu'à nouvel ordre ne sert décidément pas l'intérêt national. Nous considérons l'ordre que vous avez donné là comme erroné, si erroné que nous sommes obligés de vous informer que nous le rejetons catégoriquement. Car cet ordre est non seulement injuste, mais aussi contraire à l'intérêt de la nation chinoise et ne profite qu'aux agresseurs japonais et aux traîtres à la patrie. 2. Le télégramme du 16 août. Au moment où notre ennemi commun, le gouvernement japonais, a accepté les termes de la déclaration de Potsdam et a déjà annoncé sa capitulation, mais n'a pas encore capitulé en fait, je vous adresse ici, au nom de toutes les forces armées anti-japonaises et des 260 millions d'habitants des régions libérées de Chine et des régions occupées par le Japon, la déclaration et les demandes suivantes. Maintenant que la guerre de résistance contre le Japon s'achève victorieusement, j'attire votre attention sur l'état de fait qui se présente aujourd'hui sur le théâtre de guerre de la Chine. Dans les vastes régions occupées par l'ennemi et les fantoches et abandonnées par vous, nous avons, contre votre volonté, en 8 ans de durs combats, repris près d'1 million de kilomètres carrés de territoire, libéré plus de 100 millions d'habitants, organisé une armée régulière de plus d'1 million d'hommes et une milice populaire de plus de 2 200 000 hommes, établi 19 grandes régions libérées sur le territoire des 19 provinces suivantes: Liaoning, Jeolle, Chahar, Suiyuan, Hebei, Shanxi, Shenxi, Kanso, Ningxia, Honan, Shandong, Jiangsu, Anhui, Hebei, Honan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian et Guangdong.
et encercler, sauf dans quelques régions, la plupart des villes et des bourgs, des voies de communication importantes et des parties du littoral pris par l'ennemi et les fantoches depuis l'incident du 7 juillet 1937. De plus, dans les régions sous occupation japonaise, peuplées de 160 millions d'habitants, nous avons organisé d'importantes forces clandestines de résistance pour porter des coups à l'ennemi et aux fantoches. Sur le plan des opérations, nous contenons, attaquons et encerclons toujours 69% des troupes d'invasion japonaises en Chine, abstraction faite de celles du Nord-Est, et 95% des troupes fantoches. Au contraire, votre gouvernement et vos forces armées ont suivi continuellement la politique consistant à attendre la victoire en spectateurs, les bras croisés, à conserver vos forces et à préparer la guerre civile. Vous n'avez pas seulement refusé de reconnaître et de ravitailler nos régions libérées et nos armées, vous nous avez encore encerclés et attaqués avec des forces énormes s'élevant à 940 000 hommes. Bien que l'armée et la population des régions libérées de Chine aient souffert à l'extrême d'être attaquées par les forces ennemies et fantoches d'un côté et par vos propres troupes de l'autre, elles n'ont jamais accusé la moindre défaillance dans leur volonté de persévérer dans la guerre de résistance, l'union et la démocratie. Les peuples des régions libérées de Chine et le Parti communiste chinois vous ont maintes fois fait la proposition, à vous et à votre gouvernement, de convoquer une conférence de tous les partis et de former un gouvernement démocratique de coalition soutenu par tout le pays, pour mettre fin aux luttes intestines, mobiliser et unir toutes les forces anti-japonaises du peuple chinois, conduire la guerre de résistance à la victoire et assurer la paix après la guerre. Mais nos propositions ont été invariablement rejetées par vous et votre gouvernement. Nous sommes extrêmement mécontents de tout cela. Le pays ennemi va signer sa capitulation, mais vous et votre gouvernement, vous continuez à ignorer nos avis. Bien plus, vous m'avez adressé le 11 août un ordre des plus absurdes, et, sous prétexte de désarmer l'ennemi, vous avez ordonné à vos troupes d'exercer sur une large échelle une pression militaire contre les régions libérées. Le danger d'une guerre civile est donc plus sérieux que jamais. Tout cela nous met dans l'obligation de présenter à vous et à votre gouvernement les demandes suivantes. 1. J'exige que vous nous consultiez afin d'aboutir à des vues communes, avant que vous, votre gouvernement et votre haut commandement ne receviez la capitulation du Japon et des fantoches, et ne concluiez, à la suite de la capitulation, quelque accord ou traité que ce soit. Car vous avez, vous et votre gouvernement, suscité le mécontentement du peuple, et vous ne pouvez représenter ni les larges masses, ni aucune des forces armées populaires anti-japonaises dans les régions libérées de Chine et les régions occupées par le Japon en Chine. Nous nous réservons le droit d'exprimer notre avis si les accords ou traités incluent, sans notre agrément préalable, quoi que ce soit qui concerne les forces armées populaires anti-japonaises dans les régions libérées de Chine et les régions occupées par le Japon. 2. Toutes les forces armées populaires anti-japonaises dans les régions libérées de Chine et dans les régions occupées par le Japon ont le droit, conformément à la déclaration de Potsdam et aux modalités fixées par les Alliés pour l'acceptation de la capitulation de l'ennemi, de recevoir la reddition des troupes japonaises et fantoches encerclées par nous, de prendre possession de leurs armes et de leur matériel et d'assumer la responsabilité de l'exécution de toutes les clauses que les Alliés auront imposées au Japon après avoir reçu sa capitulation. Le 10 août, j'ai donné aux forces armées des régions libérées de Chine l'ordre de redoubler d'efforts pour attaquer les troupes ennemies et de se tenir prêtes à recevoir leur capitulation. Le 15 août, j'ai ordonné à Yasuji Okamura, commandant en chef des forces ennemies, de se rendre avec ses troupes. Cet ordre, cependant, ne s'appliquait qu'à la sphère opérationnelle des forces armées des régions libérées de Chine et non à d'autres régions. Je considère mes ordres comme parfaitement raisonnables et conformes aux intérêts communs de la Chine et des Alliés. 3. Les larges masses et toutes les forces armées anti-japonaises des régions libérées de Chine et des régions occupées par le Japon ont le droit d'envoyer leurs propres représentants
participer à l'acceptation de la capitulation de l'ennemi par les Alliés et au règlement de toutes les questions résultant de la capitulation du pays ennemi. 4. Les régions libérées de Chine et toutes les forces armées anti-japonaises ont le droit de désigner leur propre délégation pour participer à la future conférence de paix sur le Japon et aux conférences des Nations Unies. 5. Je vous demande d'éviter la guerre civile. Le moyen d'y parvenir, c'est que les forces armées des régions libérées reçoivent la reddition des troupes de l'ennemi et des fantoches qu'elles ont encerclées, tandis que vos propres armées recevront la reddition des troupes de l'ennemi et des fantoches qu'elles ont encerclées. Non seulement c'est l'usage établi dans toutes les guerres, mais surtout c'est indispensable pour éviter la guerre civile. Si vous réagissez autrement, il en résultera des conséquences fâcheuses. L'avertissement que je vous donne ici est sérieux et je vous demande de ne pas le prendre à la légère. 6. Je vous demande d'abolir immédiatement la dictature d'un seul parti, de convoquer une conférence de tous les partis pour former un gouvernement démocratique de coalition, de destituer tous les fonctionnaires corrompus et concussionnaires, ainsi que tous les réactionnaires, de punir les traîtres, de supprimer les services secrets, de reconnaître le statut légal des différents partis, le Parti communiste chinois et tous les partis démocratiques ont été jusqu'à présent considérés comme illégaux par vous et votre gouvernement, d'annuler toutes les lois et tous les décrets réactionnaires qui jugulent les libertés du peuple, de reconnaître les gouvernements élus par le peuple et les forces armées anti-japonaises dans les régions libérées de Chine, de retirer les troupes encerclant les régions libérées, de relâcher les détenus politiques, de réaliser des réformes économiques et d'autres réformes démocratiques. De plus, vous avez dû recevoir le télégramme que je vous ai envoyé le 13 août, en réponse à votre ordre du 11 août. Je le répète, votre ordre était absolument erroné. Le 11 août, vous ordonniez à mes troupes de rester sur leur position jusqu'à nouvel ordre, de ne plus attaquer l'ennemi. Cependant, il n'était pas seulement vrai le 11 août, mais il est encore vrai aujourd'hui, 16 août, que le gouvernement japonais n'a capitulé qu'en parole, non en fait. L'acte de capitulation n'a pas encore été signé. La capitulation effective n'a pas encore eu lieu. Mon point de vue est d'ailleurs en parfait accord avec celui des Alliés, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. Le 11 août, le jour même où vous émettiez l'ordre qui m'était destiné, le commandant de l'armée britannique du front de Birmanie annonçait que la guerre avec le Japon continuait. Comme Nimitz, commandant des forces américaines, le déclarait, non seulement l'état de guerre était maintenu, mais la guerre avec toutes ses conséquences dévastatrices devait être poursuivie. Le commandant de l'armée rouge de l'Union soviétique en Extrême-Orient annonçait « L'ennemi doit être écrasé sans merci ». Le 15 août, le général Antonov, chef d'état-major général de l'armée rouge, faisait la déclaration suivante. Le message sur la capitulation du Japon, publié par l'empereur du Japon le 14 août, n'est qu'une déclaration générale concernant une capitulation sans condition. L'ordre aux forces armées de cesser les hostilités n'a pas encore été donné, et les troupes japonaises continuent de résister. Il n'y a donc pas encore de reddition effective des forces armées japonaises. La reddition des troupes japonaises ne pourra être considérée comme effective que du moment où l'empereur du Japon ordonnera à ses forces armées de cesser les hostilités, de déposer les armes, et où cet ordre sera réellement exécuté. Étant donné ce qui précède, les forces armées de l'Union soviétique en Extrême-Orient continueront leurs opérations offensives contre le Japon. Il apparaît bien que vous seuls, de tous les commandants en chef des forces alliées, avez donné un ordre absolument erroné. J'estime que votre erreur provient de la recherche de votre intérêt égoïste et qu'elle est de caractère extrêmement grave, c'est-à-dire que votre ordre sert l'ennemi. C'est pourquoi, me confortant aux intérêts communs de la Chine et des Alliés, je m'opposerai fermement et catégoriquement à votre ordre tant que vous n'aurez pas reconnu publiquement votre erreur et annulé cet ordre erroné.
Je continue donc à ordonner aux unités armées qui sont sous mon commandement d'attaquer résolument l'ennemi en coordonnant leurs actions à celles des forces armées de l'Union soviétique, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, jusqu'à ce que l'ennemi cesse effectivement les hostilités, rende les armes et que le territoire de la patrie soit complètement reconquis. Je vous le déclare formellement, je suis un soldat patriote et je ne puis agir autrement. Je vous demande une prompte réponse sur ce qui précède.